voici Murphy. Quand j'étais gamin, il y a peut-être un certain nombre d'entre vous qui ça parle, j'étais fan des rubriques, les magazines de jeunesse ou n'importe quel type de magazine d'ailleurs, des rubriques le saviez-vous, avec tel ou tel factoïde rigolo, curieux, de nature à flatter la vocation du jeune proto-geek que j'étais. Qui est geek dans la salle? Il n'y a pas de honte à avoir. Hein. Qui n'est pas geek? Il n'y a pas de honte à avoir non plus. Le problème avec ces rubriques, c'est que souvent on trouvait des choses qui étaient vraies et des choses qui étaient, disons-le carrément, des âneries. Juste pour illustrer, par exemple, vous vous souvenez de cette histoire selon quoi on utilise 10% de son cerveau? Qui a cru à ça? Surtout qu'en plus, gamin, surtout quand on voit certains personnages autour de nous, on peut se dire il y a une certaine plausibilité de base à cette supposition. Et en fait, non, quand on étudie un petit peu plus ce que c'est vraiment le cerveau, comment ça fonctionne, quand on s'intéresse à la neurologie et tout ça, on s'aperçoit qu'on n'a aucune base scientifique pour étayer cette assertion. Juste un autre exemple comme ça, rapidement. Vous avez entendu parler de celle-là? On dit, c'est des trucs qu'on trouve dans les films, par exemple. Alors, il y a un film semi-thriller science-fiction qui s'appelle Limitless, dans laquelle on retrouve cette histoire des 10% du cerveau, pour étayer le gimmick de l'histoire, qui est une drogue qui rend super intelligent. Et ça, c'est dans The Truman Show, par exemple. On a cette muraille de Chine qui est remplacée par le studio où est enfermé Truman, comme étant la deuxième construction humaine visible de l'espace. Bon, en fait, c'est bête, mais c'est aussi du pipeau, quoi. On est déçu quand on tombe sur... Enfin, on est déçu, à la fois on se sent un petit peu quelque chose d'intéressant. Non, c'était une ânerie. Comment je fais pour ne pas croire à des choses comme la Grande Muraille est la seule construction visible de l'espace? En fait, selon la distance à laquelle on est dans l'espace, soit on voit beaucoup d'autres choses. Donc peut-être que maintenant que tout le monde a Google Maps dans son téléphone, les gens ne croiront plus à cette histoire de la Grande Muraille de Chine. Et si on est trop loin, on voit rien, quoi. C'est un détail qui se perd. Bon, enfin, cela dit, il y a quand même des gens qui essayent. C'est beau, le génie humain. Bon, mais alors c'est bien joli de se moquer des autres. Revenons à nos moutons. Donc, le saviez-vous, édition, développement de logiciels. Revoilà Murphy. Par exemple, une question qu'on s'est tous posée. Comment ça se fait qu'on code des bugs dans nos projets? Alors je dirais dans la rubrique « Le saviez-vous », si vous lisez certains articles, là on va commencer à être un peu moins fiers, vous allez apprendre que 56% des bugs d'un projet logiciel sont introduits lors de la phase du recueil d'exigences. En même temps, si vous acceptez cette conclusion, si vous vous dites ok, il y a des gens qui citent des chiffres, donc ils ont dû faire des études, vous n'aurez pas imaginé ça ou sorti d'un chapeau, ça induit des comportements. Vous allez travailler plus sur la phase amont du projet. Donc c'est des assertions qui ne sont pas vides, qui ne sont pas dénuées de conséquences pratiques sur la manière dont on doit organiser les projets. C'est important de savoir si c'est vrai, et dans ce cas-là, on va choisir de se comporter d'une certaine manière, ou si c'est faux, et dans ce cas-là, on va peut-être choisir de se comporter autrement. Alors, c'est un peu de ça que je veux vous parler aujourd'hui. En fait, c'est ce réflexe critique qu'il faut avoir vis-à-vis d'un certain nombre de choses qu'on vous assène comme si c'était des faits prouvés, et dont la conséquence, c'est pas forcément l'intention, mais enfin la conséquence serait de vous faire adopter tel ou tel comportement. Ce qui est déterminant dans les résultats qu'on obtient, c'est la manière dont on se comporte. Et donc à chaque fois qu'on reçoit
une supposition, un fait, quelque chose qui nous est donné, et que c'est susceptible de modifier notre comportement, c'est quand même intéressant de s'interroger sur le fondement, la base empirique de ça. Alors grâce à Wikipédia, on a maintenant une petite phrase. Qui connaît cette phrase, citation needed? Si vous êtes allé un petit peu, si vous avez édité des pages sur Wikipédia, ou si vous avez lu avec attention certains articles de Wikipédia, vous avez dû rencontrer ça. Là, mis en image par XKCD, c'est vrai qu'on voudrait avoir plus de Wikipédiens dans les meetings politiques, surtout en ce moment, pour dire ce que tu viens de nous annoncer sur le taux de chômage ou ceci, cela, d'où tu le sors. Donc c'est vrai que dans l'absolu, ce réflexe de pensée critique qui consiste à dire d'où tu tiens ça, d'où tu tires tes sources, il est important. En l'occurrence, par exemple, sur... Pardon. Cette idée... Je veux revenir en arrière. Cette idée que 56% des bugs proviennent de la phase des exigences, ça vous convaincra peut-être moins, une fois que je vous aurai dit que c'est quelque chose qui sort d'un bouquin de James Martin, le même qui a inventé le RAD, ça c'est une parenthèse, en 1984, que ça concernait un client et un projet. Donc c'est une généralisation à partir d'un échantillon de 1. Alors je sais que tout le monde généralise à partir de sa propre personne. En tout cas, moi je le fais. Mais est-ce que c'est vraiment une démarche scientifique ? En plus, c'est pas un papier scientifique dans lequel ce truc-là. Il y a des gens qui font de la recherche empirique sur le génie logiciel. Là, en l'occurrence, c'était James Martin, un consultant, qui fait part de son expérience particulière, unique, sur un projet bien précis. Donc, il y a une source, en l'occurrence, mais il faut se méfier de l'antipattern qui consiste à dire, à partir du moment où j'ai une source, je peux y aller, ça compte, c'est vrai. Et notamment, donc, toujours dans XKCD, on trouvait ce petit cartoon que j'aime beaucoup sur le phénomène de la cytogénèse. On a pu le voir d'ailleurs, on a pu en voir certaines prémices, ça a été heureusement corrigé, dans la fiche Wikipédia sur Scrum, où quelqu'un écrit une bêtise dans Wikipédia. Bon, ça arrive, puis tout le monde n'est pas tout le temps sur le pont en train de vérifier toutes les fiches Wikipédia sur tous les sujets, donc il peut se passer un certain laps de temps avant que ce soit découvert. Et dans ce temps-là, il se peut que tel ou tel journaliste moins scrupuleux que les autres, ou tel scientifique, malheureusement ça arrive aussi, qui est en mal de copie pour un papier qu'il est en train d'écrire. Il faut savoir que maintenant, par exemple, dans les universités, et même de plus en plus tôt dans les écoles, la plupart des devoirs sont écrits avec Wikipédia, en gros par copier-coller. Et les journalistes, et malheureusement même les scientifiques, font de même. Donc je vais chercher quelque chose dans Wikipédia et je le recopie, parfois sans faire le travail d'investigation critique qui consiste à dire mais d'où est-ce que ça vient. Et là, le cercle vicieux s'enclenche parce que Wikipédia exige comme argument d'autorité qu'on puisse désigner une source écrite imprimée. C'est un truc qui prime dans le mode de fonctionnement Wikipédia. Et donc du coup, à partir du moment où un journaliste a écrit quelque chose et que ça peut être cité comme une source d'autorité, Wikipédia considère que c'est OK, que ça passe. Même s'il y a des gens qui viennent dire non, c'est faux, ils vont dire oui, mais si tu veux argumenter que c'est faux, il faut que toi-même tu cites des sources imprimées disant que c'est faux. J'ai illustré. Supposons qu'on vous dise 56% des bugs dans un projet sont introduits au moment de la phase des exigences, pas par erreur humaine, non, par des petits farfadets qui viennent malicieusement la nuit glisser des erreurs dans vos cahiers des charges. Si, je vous assure, c'est vrai. D'ailleurs, moi-même, nuitamment, je suis allé l'écrire dans la page Wikipédia sur le sujet. Manque de peau, une semaine plus tard, un journaliste a repris la chose.
Vous arrivez en disant c'est faux. Et là, les gens vont voir sur Wikipédia. Et on a un chiffre, c'est 56% des bugs qui sont introduits par des farfadets. Est-ce que tu as des études qui démontrent le contraire? Et vous, ce que vous avez envie de dire, c'est non, je ne crois pas aux farfadets. Ça n'existe pas. C'est du pipeau. Oui, mais qu'est-ce qu'on va vous dire? Tu ne peux pas démontrer ton affirmation que les farfadets n'existent pas par des études scientifiques qui en feraient la preuve. Donc pour l'instant, dans Wikipédia, ce qu'on va garder, c'est l'histoire des 56% qui viennent de Murphy et ses amis. Et ce que je vous dis, c'est inspiré de faits réels. Ça m'est véritablement arrivé, notamment sur un des premiers débats qui m'a lancé sur cette piste d'investigation qui avait trait à la productivité des programmeurs, et donc notamment à la fameuse supposition qu'il existe des différences de l'ordre de x10 de productivité entre les programmeurs. J'ai exprimé un certain scepticisme sur le sujet, j'ai eu comme contre-argument: est-ce que tu as des études qui prouvent que c'est pas 10? Et non. Le problème, c'est que je ne crois pas à cette idée de productivité. Et c'est pas à moi d'apporter des arguments, c'est à ceux qui y croient d'apporter la preuve. Ce qui m'a amené à faire un voyage avec mon copain Murphy. À partir du moment où on a décidé de dégommer les farfadets, il faut aller jusqu'au bout de sa logique. Et j'ai découvert effectivement un certain nombre de choses intéressantes sur des données qu'on croit fermement établies dans le domaine du génie logiciel, qui ont pendant longtemps servi à étayer par exemple l'idée selon laquelle le cycle en V était la bonne manière de construire du logiciel, et qui paradoxalement, par un espèce de drôle de retour des choses, servent maintenant à étayer l'idée que c'est la démarche agile qui est préférable. Quelque chose d'étrange d'ailleurs, est-ce que la même donnée puisse servir de preuve, d'élément de justification à deux choses en principe opposées? Alors, qui a entendu parler de la fameuse courbe du coût du changement? Je vais vous donner la version telle que moi je l'ai découverte dans le livre de Kent Beck sur Extreme Programming, qui est paru à l'orée des années 2000. Bon, alors, il faut reconnaître à Beck qu'il est honnête, hein, il ne dit pas c'est une étude qui a sérieusement démontré que, il dit juste c'est un truc dont je me souviens de mes cours de génie logiciel. Il en tire après un autre argumentaire sur le fait qu'Extreme Programming aplatit la courbe du changement. Je ne vais pas vous en parler là, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est plus ce qui s'est passé, ce que j'ai trouvé à partir du moment où je me suis dit, mais d'accord, alors où est-ce qu'il a trouvé ça en fait finalement? D'où ça vient? Et est-ce que... quelle est la taille finalement de l'échantillon dans les études qui ont permis de démontrer que ça coûte plus cher, hein, si vous regardez bien cette courbe, ce qu'elle dit c'est en ordonnée on a le coût du changement. Il manque quelques petites choses hein, pour que ce soit un vrai beau diagramme. Il manque des unités, il manque une échelle. Mais bon, conceptuellement, ce que ça coûte de faire une modif sur un logiciel, et puis on a un axe qui n'est pas tout à fait l'axe du temps, mais qui est l'axe des phases de développement, dans un cycle en V classique. Là, je me suis dit d'où ça vient, quelles sont les études qui ont démontré ce truc-là, est-ce qu'elles sont fiables, quel était l'échantillon de population, comment ça a été mesuré, bref, un certain nombre de questions finalement de pure curiosité. L'origine de cette courbe, vous voyez que là elle a une tête assez différente, c'est un bouquin de Barry Beam qui est un ponte du génie logiciel depuis déjà de très nombreuses années, depuis le début des années 70. Et première chose qui m'a frappé, c'est que il ne parlait pas de la même chose. L'argument d'origine portait sur le coût relatif, suivant la phase du cycle en V dans laquelle on se trouvait, pour corriger des défauts, corriger des bugs. Ce dont parle Beck,
ici, c'est le coût pour faire n'importe quelle modification. Une évolution fonctionnelle comme une évolution corrective. On ne parle pas de la même chose. Et BIM cite 3 études. Une étude chez IBM, une étude chez GTE et une étude chez TRW où il travaille. Bon, puis vous voyez, il n'y a pas non plus des masses de points de données. Alors chez TRW, il y a un point dans chaque phase. Par exemple, vous vous apercevez que chez IBM, il y a un malheureux point de données qui est tout au bout. Et puis GTE, il y en a 2. Donc tout le cycle n'a pas été couvert au moment de la collecte de données. Mais c'est important parce que cette courbe, vous voyez en plus que l'axe ici est logarithmique, alors que dans le graphe qu'on vient de voir précédemment, il est donné en linéaire. C'est des choix de représentation, mais ça indique quand même des transformations qui ont lieu au fil du temps. Alors, ce qui est rigolo, en fait, c'est que ces chiffres ont été repris en gros tels que, mais avec des tas de représentations, une iconographie qui peut être extrêmement différente selon les cas. On voit par exemple le plus exotique, c'est cette version en pyramide. Donc on a un peu l'impression de retrouver la fameuse food pyramide, ou la pyramide de Maslow. En fait, non, c'est une manière graphique un petit peu bizarre d'exprimer cette idée d'augmentation du coût des défauts. Et alors il y a des versions aussi très sophistiquées. Alors là on voit une version qui est une reprise d'un graphe qui a été créé par Steve McConnell. Alors vous avez peut-être pour certains d'entre vous lu des bouquins de Steve McConnell, qui est un des auteurs qui a le plus popularisé les idées de BIM, qui les a vulgarisées, qui les a transmises à un certain nombre d'ingénieurs et de chefs de projet en poste. Et donc là en gros l'idée c'est qu'on fait une matrice, on fait une matrice entre le moment où on introduit un défaut et combien ça coûte de le corriger si on le découvre plus tard. Bon, de toute façon, l'ensemble de ces résultats, qui ont toujours la même représentation graphique, quoi. C'est une courbe exponentielle qui a toujours à peu près la même tête. Bon, évidemment, on ne donne pas d'unité ou d'échelle, mais on dit en gros entre un défaut qui est introduit à l'étape des exigences et qui sera corrigé une fois qu'on met en prod, le delta, enfin le ratio multiplicateur du coût pour le corriger, c'est environ 100 fois. Le problème, c'est que quand on lit les études initiales, ça ne cadre pas. Je vais vous montrer les vraies données. Voilà par exemple un des graphiques qui est en gros torturé, on va le dire comme ça, plus tard pour donner une courbe soi-disant. Vous voyez une courbe exponentielle là-dedans? C'est un truc, c'est en dents de scie. Bon, alors c'est l'effort global. On n'est pas tout à fait sur la même mesure qui serait le coût moyen par défaut. Enfin, on voit bien. Bon, en plus, ce projet n'est pas forcément un projet très représentatif, puisque c'est un projet que BIM organise avec des étudiants qui suivent un cours de génie logiciel chez lui. Vous voyez, c'est quand même un petit problème dans la façon dont on généralise des résultats qu'on présente comme des résultats fondamentaux d'une discipline, alors qu'on les a tirés d'un échantillon unique qui a été fait avec des gens pas forcément représentatifs de la manière dont toute la profession travaille, puisqu'il s'agit d'étudiants, d'étudiants en première année de l'équivalent américain de la licence. Là, c'est le résultat, par exemple, d'une étude un peu plus sérieuse qui a été menée par Usercraft, donc un gros avionneur auprès de leurs équipes de dev. J'ai pas représenté la courbe, il faudrait en fait retranscrire ces données sous Excel et ensuite faire un graphe. Je préfère vous donner en fait ce que moi je reçois comme étant la donnée brute, c'est-à-dire ce que disent les études qui sont citées à l'appui du fameux graphe du coût du changement. Et en fait, si on faisait le graphe ici, vous pouvez le voir en regardant la colonne qui est en gris, ce serait pas une belle exponentielle, quoi. Ce serait à nouveau en dents de scie. Donc il y a un truc qui ne colle pas entre les données originelles et la représentation canonique qu'on en a fait passer. Donc, je m'arrête là. Je vous donnerai ensuite des pointeurs pour en savoir plus. Mais
qu'est-ce qu'on peut en retirer comme enseignement? Par exemple, qu'il faut lire les sources qui sont citées. Il ne faut pas juste s'arrêter au fait de dire je vois le nom d'un auteur et une année entre parenthèses, ça doit être bon. Non, il faut vraiment avoir le réflexe de chercher les sources primaires, surtout quand il s'agit de choses importantes qu'on a citées, par exemple, la courbe du coût du changement, ça m'est arrivé, moi, de le citer dans mes présentations. Je peux vous dire que maintenant, j'ai compris ma leçon. Avant de citer quelque chose, je vais aller vérifier. Qui a entendu parler du cône d'incertitude? Je vais le faire vite, parce qu'il y a encore un autre truc dont je voudrais vous parler après, mais voilà comment on le représente. Alors, pour vous citer l'origine de cette version-là, je vous précise que toutes les images que j'utilise sont sans la permission des auteurs, mais c'est ce qu'on appelle la doctrine du fair use. À des fins d'illustration, on a le droit d'utiliser des illustrations sans être tenu par le copyright. Ce diagramme vient du blog ou du site web de CRISP, qui est une société suédoise très connue dans le domaine de Scrum et de Kanban. Donc des agilistes se servent de ce diagramme pour expliquer que c'est difficile d'estimer en amont, très tôt dans un projet, la durée globale du projet. Alors, il se trouve que ce cône d'incertitude a été aussi popularisé par le même Steve McConnell. Et ce qui est intéressant, c'est vraiment d'aller regarder l'iconographie, de regarder les différentes versions qui existent. Ça, c'est une version qui a été publiée par Steve McConnell après qu'un article dans I3E Software, donc qui est l'une des publications les plus en vue dans le domaine de la recherche sur le génie logiciel, ait mis en doute l'exactitude, l'authenticité du fameux cône d'incertitude. Vous pouvez avoir le même réflexe, vous posez la question: d'où ça vient, d'où viennent les études qui ont permis d'identifier. On a un graphe, donc en toute logique, quand on a un graphe, chaque point du graphe, c'est un point de données qui doit venir d'une mesure. Dans le monde scientifique, c'est comme ça que ça se passe. Alors je vais vous donner la réponse tout à l'heure, je ne la dévoile pas tout de suite. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir aussi l'iconographie. C'est-à-dire que McConnell explique, une fois qu'il a lu cet article qui remet en cause ce résultat, que oui, mais en fait, le cône d'incertitude, c'est le meilleur scénario. C'est-à-dire c'est la plus grande précision qu'on puisse obtenir sur une estimation donnée en début de projet. En fait, la plupart des gens ne sont pas dans le cône, ils sont dans le nuage. Le nuage, c'est un truc qu'il invente. C'est une construction purement conceptuelle, ça ne correspond pas vraiment à des études. Et lui, ce qu'il veut démontrer, c'est que si on utilise certaines bonnes pratiques, par exemple pour le recueil des exigences, on va réussir à compresser le nuage pour obtenir le cône. Vous voyez que ça commence à être un peu torturé. Tout ça étant relativement académique, parce que quand on va chercher la source originelle, qu'est-ce qu'on lit? Ça m'a vraiment fait un choc, parce que je n'avais pas lu le bouquin en question. Donc c'est un bouquin toujours de Barry Beam qui a été consacré à un modèle d'estimation globale des projets qui s'appelle COCOMO. C'est un bouquin de 81, il a eu une deuxième édition depuis, donc c'est pas quelque chose que, à part quand on donne des cours ou qu'on s'intéresse vraiment de très près au sujet, on a dans sa bibliothèque. Et qu'est-ce qu'on y lit? On y lit la courbe d'origine, en fait, représente une vue subjective. Une vue subjective, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en dépit de tous les graphes, de tous les nombres, toute la précision implicite dans le fait de vous présenter ce genre d'image, en gros, c'est pifométrique. D'accord? Alors on dit une petite image vaut mieux qu'un long discours. Oui, non, c'est-à-dire si vous avez une image qui ne s'appuie sur rien et qui est uniquement là pour vous tromper en vous donnant l'impression qu'il s'agit d'un résultat scientifique, une petite image vaut mieux qu'un long discours rempli de mensonges. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas parce que on pourrait avoir cet équivalent quantitatif, mais il faut aussi se méfier de l'aspect qualitatif. Voilà par contre quelque chose que vous pouvez considérer comme un cône d'incertitude aussi, mais qui est vraiment basé sur une base empirique. C'est un burn down dans lequel on a extrapolé la vélocité courante, la vélocité réelle constatée de l'équipe,
la vélocité la plus importante obtenue et la vélocité la moins importante obtenue. Et vous remarquez un truc qui doit tout de suite vous mettre aussi la puce à l'oreille sur les faiblesses du diagramme du cône d'incertitude tel qu'il est habituellement présenté. On voit bien, c'est la chose qui m'a fait douter au début. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a quelque chose où l'incertitude est maximale au début et minimale à la fin. En fait, le problème, c'est que c'est sur la fin du projet qu'on a le plus d'incertitude. Ce cône est à l'envers. C'est à l'instant présent, ce qui va se passer demain, je peux avoir une confiance assez forte. Ce qui va se passer demain, c'est un delta de plus que ce qui s'est passé aujourd'hui. C'est au fur et à mesure qu'on va dans le futur que les choses deviennent de plus en plus floues et de plus en plus incertaines. Donc un cône d'incertitude, d'ailleurs, l'autre chose qu'on appelle également un cône d'incertitude, c'est celui qui prédit la piste des ouragans, qu'on voit notamment quand c'est la saison des ouragans aux États-Unis. Il a toujours une représentation qui est extrêmement étroite au moment du présent et qui va en s'élargissant vers l'avenir. Comme sur ce diagramme-là, je vous rappelle qu'il est dérivé d'observation empirique, puisque c'est le diagramme c'est le burn-down d'une équipe sur une itération. Bon, moralité, méfiez-vous des petits dessins qui valent mieux qu'un long discours, sauf qu'il n'y a pas nécessairement du vrai derrière. Et faites attention aussi à la lecture des graphes. C'est pas parce qu'on vous présente quelque chose sous une forme visuelle qu'il y a nécessairement quelque chose qui tient la route derrière. Alors, une dernière petite excursion avec notre ami Murphy, pour vous montrer que je ne réserve pas mes critiques qu'au monde, on va dire, traditionnel du génie logiciel. Murphy découvre Scrum hyper productif. Alors ça, c'est une citation qui est extraite d'un des tout premiers articles publiés sur Scrum, sur le site Control Chaos, qui est le site de Ken Schwaber, et qui cite, théoriquement, un monsieur très connu dans le milieu qui s'appelle Capers-Jones, qui est quelqu'un qui a fait toute une carrière en fait sur les études empiriques des projets logiciels. Il a notamment été pour beaucoup dans la mise au point des points de fonction comme métrique d'estimation beaucoup plus fiable que les lignes de code en principe. Et donc, bon, le fait de trouver ces mots-là sous la plume de Capers-Jones a certainement contribué à asseoir un temps la crédibilité de Scrum. Quand il disait notamment, ça c'est une belle promesse, on a observé sur des projets de manière répétée des gains de productivité de 600%. Extraordinaire, 600%. Et je suis retombé récemment sur cette citation, parce que je m'intéresse. Voilà, petit thème de recherche du moment, c'est cette supposition qu'il existe des équipes hyper productives, ce qui veut dire un certain nombre de choses. Ça veut dire qu'on est censé savoir les caractériser, on est censé avoir obtenu des mesures, on est censé avoir défini ce que c'était que l'hyperproductivité, on est censé avoir des protocoles expérimentaux pour distinguer une équipe hyperproductive d'une équipe qui ne l'est pas. Sinon, on n'est pas dans la science, on est dans l'idéologie. D'accord ? Et donc je me suis penché là-dessus, je me suis dit d'où vient cette citation, quel est l'article de Capers-Jones dont elle est tirée, quel moment elle a été écrite. Donc j'ai écrit à des amis, des gens que je connais avec qui je suis en contact, qui connaissent, c'est les fameux 6 degrés de séparation, qui connaissent Capers-Jones en disant aidez-moi à prendre contact. J'ai pris contact avec Capers-Jones qui me dit non seulement je ne me souviens pas d'avoir écrit ça, mais en plus je serais extrêmement surpris si je l'avais dit, puisque de toute ma carrière, je n'ai jamais vu des gains de 600% qui viendraient de l'application de méthode agile. Bon, j'ai même cherché à creuser plus loin, j'ai contacté Ken Schwaber en lui disant « Ken, puisque c'est toi qui as écrit l'article, c'est toi qui as sorti cette citation de Capers-Jones, tu dois savoir d'où elle vient ». Ken Schwaber m'a très gentiment répondu, ce qui est génial, c'est que heureusement quand même ces gens sont encore actifs, donc ils sont accessibles, et généralement, ils ont moins la courtoisie de vous répondre. Donc ne laissez pas, je dirais, la stature de quelqu'un vous empêcher tout simplement d'avoir cette curiosité critique, qui est, je pense, un atout vraiment utile, si on veut réussir nos projets, en tout cas réussir à ne pas se laisser embobiner. Ken donc m'a répondu en disant
je sais pas, cette citation, en fait, c'est Jeff Sutherland qui me l'a donnée. Moi, j'évite de parler de productivité, je préfère me focaliser sur la valeur. Dont acte. Je trouve ça très bien, je trouve ça admirable. Je suis de tout cœur avec Ken sur effectivement cette chose-là. Je pense aussi que la productivité est un truc dont il ne faudrait pas parler. Je n'y crois pas. Je ne crois pas à la productivité, je ne crois pas au farfadet. J'ai quand même écrit à Jeff en lui disant « Jeff, Ken me dit que ce que j'appelle le téléphone arabe... Bon, et ce que je vous ai montré sur le cône d'incertitude, sur la courbe du coût du changement, relève aussi de cette logique du téléphone arabe, du truc qui se transforme en passant d'une personne à une autre et qui fait qu'au bout d'un moment, ça ne ressemble plus à rien, c'est juste un truc qu'on se dit, du genre on n'utilise que 10% de notre cerveau, ou la grande muraille de Chine, enfin bref. Jeff m'a dit, écoute, je n'ai pas le temps de me plonger dans mes emails, tu peux lire tel et tel papier que j'ai écrit dans le courant des années 2000 sur des équipes hyper productives. Voilà. La trace, cette supposée citation de Jones, se perd dans l'agenda très chargé de Ken et de Jeff. C'est assez dommage. Je voudrais juste vous laisser avec cette conclusion-là aussi. On véhicule nous-mêmes dans nos propres discours des choses qui relèvent un petit peu, on va dire, d'une certaine propagande. Ma conclusion, c'est soyons un peu critiques vis-à-vis du discours qu'on reçoit, celui qu'on critique de manière explicite, mais aussi celui que nous avons nous-mêmes. Ce serait important. Alors j'ai quand même une question, une invitation ouverte à tous, qui est si vous avez des choses qui vous semblent des résultats solidement établis, dont vous ne doutez pas, dont vous pensez qu'effectivement les différentes études le démontrent, je dirais au-delà de tout doute possible, donnez-les-moi. C'est vraiment une démarche d'ouverture que j'ai par rapport à ça. J'essaye de savoir ce que nous savons. Comme disait, ça c'est une citation attribuée à Mark Twain, mais elle est très juste, même si elle n'est pas vraiment de lui. C'est pas ce que vous ne savez pas qui va vous mettre dedans, c'est ce que vous savez, ce dont vous êtes persuadé, et qui est en fait complètement faux. Petite page de pub. Vous pouvez trouver beaucoup plus d'infos sur ces sujets-là, y compris une recherche bibliographique très étendue. Dans le bouquin, alors j'ai pas le temps d'en parler parce que j'ai dépassé mon temps de parole, mais l'histoire du bouquin est aussi intéressante parce que c'est un livre agile publié en mode Lean Startup sur une plateforme de publication agile. On m'a fait remarquer ça, j'en étais un peu flatté. C'est la première fois que quelqu'un dans la communauté agile sort un bouquin en mode agile. C'est peut-être pas tout à fait vrai, mais enfin. Donc vous pouvez en savoir beaucoup plus en vous rendant sur leanpub.com et en cherchant donc The Leprecons of Software Engineering. Je vais m'arrêter là et vous remercier. J'aurais peut-être, comme pour Facebook, enlevé le The, mais non, c'est bien The Leprecon. Merci à vous.